Bonsoir à tous, bienvenue à Conversation, plateforme d'échange et de partage de savoir autour des sujets qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Je suis Michel Ambouroué. L'une des questions principales que les gens se posent tout au long de leur vie, c'est « qui suis-je » ? Une autre question que les gens se posent, c'est « pourquoi est-ce que j'existe » ? Je crois que les réponses à ces questions existentielles passent tôt ou tard par l'identification de ses capacités et de ses talents. La question qui découle de ces interrogations est très souvent la suivante. Comment puis-je faire valoir ce que je possède comme talent? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question et bien d'autres. La conversation de ce soir aura lieu autour du thème « Développer et monétiser son talent ». Aidez-moi à accueillir, avec un tambour de like et de partage, mon invité du jour, Darcy Ogandaga. Bonsoir Darcy, comment vas-tu? Bonsoir Michel, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est avec plaisir que je te reçois sur la plateforme de conversation. On a mis ta biographie sur les différents réseaux, mais pour tous ceux qui ne te connaissent peut-être pas, j'aimerais que tu te présentes. Donc, qui est Darcy Ogandaga? Comment est-ce que tu te définis? Tout d'abord, je veux encore te remercier pour cette opportunité. Je suis Darcy Ogandaga, je suis né à Paris, mais je suis d'origine gabonaise. Et bien sûr, j'ai vécu entre la France et le Gabon, et maintenant depuis plus de 20 ans aux États-Unis. D'accord. Donc, j'ai une agence de marketing qui s'appelle Trillionaire Media, où j'exerce en fait en aidant les professionnels et les gens qui créent du contenu à monétiser leur contenu sur plusieurs formats. Donc, livres, formations, vidéos, podcasts. D'accord. Et donc, je le fais dans le monde entier. Je suis aussi un conférencier, consultant et coach. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Comme on l'a indiqué en introduction, nous sommes là ce soir pour parler du développement et de la monétisation de nos talents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous définisses ce que toi tu appelles talent et est-ce qu'il y a une différence entre une capacité, un don et un talent, selon toi? Oui, justement, c'est que les gens en fait souvent confondent en fait le talent, le don et la capacité intellectuelle. Mais en fait, tout cela est très connecté, en fait. C'est juste une question de discernement. Donc, le talent vraiment dépend de la capacité que tu as. Souvent, le talent doit être développé ou le talent, il est inné. C'est en fonction de ton développement, en fait, que tu vas constater quel est le talent dominant. La plupart des gens, en fait, ont plusieurs talents et ne savent pas lequel choisir. Je réponds toujours la même chose, en fait. Il faut choisir le talent le plus dominant. Donc, un talent, c'est un don. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose à ce niveau-là. Donc, il y a des dons innés et aussi ce qu'on appelle en fait certaines intelligences qui nous ont été données par Dieu. Donc, je vais en fait donner deux exemples. Il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence mathématique, une intelligence logique. Donc, il y a certaines personnes qui sont très fortes avec les chiffres et certaines personnes qui peuvent penser un peu plus que certaines autres personnes, en fait. Et donc ça, on parle là maintenant d'un talent et d'un don. Donc, le talent et le don, en fait, sont connectés, en fait, avec ce qu'on appelle notre intelligence émotionnelle. Et au fur et à mesure, cela peut être développé ou découvert. Voilà. D'accord. Bon, lorsque tu parles, donc on va rester sur le mot talent. Quand tu parles d'un talent, si on parle de développement du talent, c'est qu'au préalable, on doit pouvoir ou on doit l'avoir identifié. Donc, comment on identifie son talent? Quelles sont les choses à faire, selon toi, pour découvrir ce qu'on porte et qui, au final, doit être développé? Oui, en fait, ça commence d'abord par le service. Tout d'abord par le service. Il y a deux sortes de talents. Il y a ce qu'on appelle des fois la passion. Tu peux avoir de la passion pour quelque chose, tu peux avoir de la passion pour du sport. Tu aimes en fait suivre le sport. Donc, c'est un talent que tu aimes consommer. Donc, tu aimes consommer et suivre le sport. D'accord.
C'est ta passion, en fait. Juste regarder le sport. Ça ne veut pas dire que tu es un footballeur professionnel ou un joueur de NBA professionnel. C'est ta passion. Et souvent, les gens confondent leur passion et leur talent. Le talent, c'est l'habilité que tu as, en fait, de façon très aisée à faire quelque chose un peu mieux que la plupart des gens autour de toi. Selon le dictionnaire, en fait, quand on parle d'un expert, un expert, c'est une personne qui arrive à faire quelque chose 1% un peu mieux que la personne avant ou après lui. Donc, ce n'est pas forcément une grande marge, mais une petite marge où tu es vraiment à l'aise. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un talent. Mais pour le découvrir, ça commence par le service. Donc, il faut commencer en fait à aider une personne qui a un talent similaire au tien pour pouvoir en fait être sûr d'avoir une confirmation que c'est vraiment ton talent. Et le meilleur test en fait, c'est d'utiliser tes capacités au départ sans vraiment être rémunéré. Une une période en fait un peu limitée en fait, je veux dire par là. Ok, bon, je veux être sûr de bien comprendre. Ce que tu indiques, c'est que pour découvrir son talent, l'une des choses qu'il faut faire, c'est se mettre au service de quelqu'un qui fait ce qu'on veut faire, mais qui le fait déjà mieux que nous, c'est ça? Voilà, donc identifier déjà une personne dans ton entourage, oui. D'accord. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de passion et de talent. En ce qui concerne le talent, par exemple, tu as dit que quelqu'un peut regarder le sport, peut regarder, je ne sais pas, un match de basket, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui l'aide à identifier le talent à ce moment? C'est le fait de sentir ce feu à l'intérieur de lui quand il voit quelqu'un d'autre le faire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une différence entre la passion et le talent. Ça veut dire qu'on peut vraiment aimer quelque chose sans être doué dedans. À quel moment est-ce qu'on se rend compte qu'on est doué dans quelque chose? Parce que j'ai compris le service, mais à quel moment est-ce que, ou comment aider les personnes qui ressentent cette passion au préalable, mais qui ont du mal à faire le pas pour maintenant dépasser la crainte comment je vais dire ça, la crainte d'exercer ou de faire ce qu'ils pensent être doués ou ce qu'ils pensent être appelés à faire. Ok, donc, on va aller maintenant dans le côté de la mentalité et de comment en fait développer une passion. Donc tu peux avoir la passion, mais on parle toujours là maintenant de développement. Donc ce qu'il faut faire, numéro 1, il faut commencer déjà à se documenter sur ce désir que tu as. Donc quand tu te documentes, en fait, tu augmentes ta connaissance de base. C'est vraiment le terme, je vais vraiment revenir sur ce terme-là tout au long de cette conversation. Quand tu augmentes ta connaissance de base, tu élimines en fait la peur. Donc la peur basée sur l'ignorance et en fait la volonté et la passion est nourrie par la connaissance. Donc c'est ces deux forces en fait qui s'opposent en fait dans nos mentalités et qui développent le courage pour une personne de commencer à exercer quelque chose. Un petit exemple. Par exemple, j'aime en fait les médias. Donc parce que j'aime les médias, ce désir, ce n'est pas suffisant. Donc ce que je dois faire, je dois aller me documenter en fait. En ce moment, en fait, on n'a même plus trop besoin d'aller lire certains livres. Mais je vais aller sur Internet et me documenter sur les choses basiques sur le média pour nourrir en fait cette passion. Ça va développer en moi. Je vais augmenter ma connaissance de base et ma peur ou mon hésitation va disparaître au fur et à mesure que j'augmente ma connaissance de base sur ce sujet-là. D'accord, super. J'ai aimé la phrase que tu as dit tout à l'heure. Il faut augmenter sa connaissance de base et qu'en réalité, notre passion est nourrie par notre passion, notre talent est nourri par la connaissance et l'ignorance, en réalité, donc, est un frein à l'identification et au développement de son talent. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Bon, lorsqu'on parle de monétisation de ces talents, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ou bien quels sont les exemples que tu peux nous donner lorsqu'on parle du concept de monétiser ses talents? Bon, tout d'abord, on va pas sauter les étapes. Pour monétiser ce talent, il faut le développer. Numéro 1. Chose importante. C'est pas parce que tu as un talent que tu es prêt à le monétiser. Donc, il faut d'abord passer par des classes. C'est-à-dire, en fait, il y a un cheminement bien déterminé. Donc, moi, je donne mon propre exemple. J'ai toujours été un passionné des médias et technologies. Et quand j'ai commencé
en fait à vouloir développer ce talent, en fait, ce qui s'est passé, donc je me suis d'abord documenté et après, je suis allé servir. Donc, dans mon église, il y avait un département de médias, donc j'ai commencé à servir dans ce département, donc tout ce dont ils avaient besoin. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, c'était quelque chose que d'autres églises, ils auront en fait besoin de mon expertise, et pas seulement des églises, des individus, des petites entreprises. Et donc, je pense que ce qui est important, le minimum, maintenant ça varie, je ne vais pas trop donner de chiffres, mais il faudrait au moins servir quelque part, au moins pendant 1 an. Okay. 1 an, pour moi, je pense que c'est le minimum pour pouvoir en fait, apprendre certains rouages et, si possible, le faire avec son cœur et le faire gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que quand tu le fais gratuitement, tu développes en fait ton caractère et tu développes la discipline de faire les choses bien, même sans être payé. Ce qui va te permettre en fait d'avoir un petit avantage quand tu vas commencer à vouloir créer en fait ta propre entreprise. D'accord. Donc, développer son talent passe avant la capacité de le monétiser. Sachant que la monétisation, c'est donc le fait de le faire valoir en fait, de servir les gens au travers de son talent en contrepartie d'une rémunération. Oui. D'accord. Est-ce que ça veut dire que pour développer, du moins, pour monétiser son talent, on doit forcément passer par la voie de l'entrepreneuriat? Non, pas forcément. Et là, je passe à la deuxième étape, en fait. Donc, la première étape, c'est le service. Donc, quand tu as fini de servir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir te localiser de où est-ce que tu veux, quel est le niveau que tu vas avoir. Tu veux être amateur ou professionnel. Donc, si tu veux vraiment être professionnel, à ce moment-là, il faudrait que tu repartes à l'école pour avoir des formations accélérées. Donc, il y a 2 sortes de formations que tu peux avoir. Tu peux aller chez un consultant, une personne qui exerce déjà la profession à un certain niveau, qui a des formations en fait disponibles, ou bien tu repars à l'université, une école de commerce, tu prends des certificats en technologie qui vont maintenant, où tu vas équilibrer en fait, ce que tu as appris sur le tas avec le niveau pédagogique en fait enregistré pour être sûr que tu as le niveau. Parce que ce que je vois souvent sur la toile, c'est une personne en fait qui a la vocation, qui s'est entraînée sans pour autant être allé à l'école et qui n'a jamais testé ses compétences avec le niveau requis sur le marché du travail. Et donc, c'est extrêmement important en fait de prendre cette petite pause-là. Numéro 1, servir quelque part pendant 1 an. Maintenant que tu as développé certaines habilités. Deuxièmement, tu vas maintenant chercher à te faire former par une personne qui fait déjà ce que tu veux faire pour avoir en fait un certificat ou une attestation. Donc, il y a une différence entre le diplôme et le certificat. Hein. Le certificat, c'est une attestation en fait de tes compétences. Donc, c'est très important au lieu d'avoir un diplôme, surtout quand on parle de quelque chose de technique. Donc, tu dois essayer de trouver en fait comment faire pour avoir une attestation ou un certificat. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, quand tu as obtenu en fait ce certificat, équilibre en fait avec l'expérience que tu as. Et à partir de ce niveau-là, tu vas décider si pour toi, le meilleur moyen, c'est postuler pour un emploi ou en fait créer ta propre entreprise. D'accord. OK. Donc, dans le développement de ses compétences, de son talent, tu as indiqué qu'il fallait se faire former. Donc, la formation est cruciale avant de compter monétiser son talent ou monétiser ses capacités. C'est ça? Oui. D'accord. Dans le contexte donc de la monétisation de son talent, il y a soit la voie donc du salariat ou soit la voie de l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Oui, exact. D'accord. Donc ça m'emmène à poser mon autre question, donc c'est à laquelle tu as déjà répondu, puisque c'était de savoir si on pouvait monétiser son talent en étant salarié. Oui, donc quand tu veux devenir un salarié, autre chose en fait, parce que ce genre de questions, je reçois souvent sur la table. D'accord. Commencer en fait, être un salarié ou commencer ton business ne doit pas
Ne doit pas être basé en fait sous une émotion négative de l'environnement de ton emploi. Je vais en fait aller dans plus de détails. Vas-y. Ce n'est pas suffisant de dire moi je peux travailler avec les gens, il me faut maintenant ma propre société. Ok. Je ne pense pas que ce soit une raison valable. Ok. Je pense qu'il faut tout d'abord, maintenant que tu as travaillé gratuitement, de travailler d'abord pour une personne, ou bien pour une société, et en fait voir certaines erreurs que tu pourras corriger avant de te lancer en fait à ton propre compte. Parce que le talent, c'est jamais assez. Et je vais répéter ça à chaque fois. Le talent, c'est jamais assez. Il faut toujours équilibrer en fait avec le savoir-faire. Mais la chose la plus importante, comment gérer en fait les émotions de différents clients, même quand tu as ton propre compte, ou bien quand tu travailles en fait sous tutelle d'une autre personne. Ok. Bon. Là, on parle du fait de développer et de monétiser son talent. Et tu étais en train d'indiquer, Okay. si j'ai bien compris, tu étais en train d'indiquer qu'en réalité, dans le contexte ou dans les étapes qui précèdent la monétisation, il y a l'identification de son talent, le développement de son talent au travers de la formation et du service Oui. et formation. Et même dans le cas où la personne veut travailler pour quelqu'un, donc met son talent au service d'une vision, d'une entreprise, et donc est rémunéré pour ce service-là, il peut arriver un moment où la personne peut décider de se mettre à son propre compte, mais tu déconseilles le fait de se mettre à son propre compte avant d'avoir travaillé pour quelqu'un, si j'ai bien compris. Oui, oui, voilà, je déconseille parce qu'en fait, ça se ressent plus tard dans la façon dont tu gères certaines situations. D'accord. Parce que l'intelligence émotionnelle est extrêmement importante avant de pouvoir monétiser en fait son propre talent à son propre compte. Il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir en fait avant de commencer à se mettre à son compte ou à avoir ton business ou être entrepreneur. Ok. Bon, ça m'emmène à poser la question par rapport à l'entrepreneuriat. Quelqu'un va dire que c'est la mode d'entreprendre aujourd'hui. Okay? Certaines personnes perçoivent même mal le fait que quelqu'un dise « je suis salarié ». Elles le trouvent aujourd'hui ridicule dans l'économie actuelle de nos nations. Donc moi, ce que je veux poser comme question, peut-être je vais me faire la voix de ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que tout le monde est appelé à être un entrepreneur? Si oui, Non. d'accord? Non. Vas-y, développe. Non, c'est très bien. Non, non, parce que justement, c'est pour ça que je parle en fait de certaines étapes. OK? La passion qui n'est pas en fait mixée avec la sagesse amène à la destruction. Je répète, quand la passion n'est pas mixée avec la sagesse, cette passion va te détruire. Et malheureusement, un grand nombre d'entrepreneurs n'ont jamais pu faire l'équilibre entre la passion de ce qu'ils font et comment en fait transmettre le savoir à une autre personne. Je pense que c'est un peu égoïste pour certains entrepreneurs de mettre mal à l'aise les employés en leur disant que ce qu'ils font, ça ne représente pas être une personne libre, qui sont des fois, ils utilisent même des mots durs, comme ils sont un peu abrutis de continuer à travailler pour notre. Et je pense que c'est pas juste. Il faut équilibrer les choses. Et tout ça, en fait, ça dépend de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, c'est à toi, en fait, de ne pas faire quelque chose parce que c'est ce que les gens disent, mais parce que c'est ce que tu es supposé faire. Donc, un entrepreneur, si tu es entrepreneur, tu le sais. Depuis que tu es petit, tu sais que tu es entrepreneur, ou bien tu es entrepreneur en fonction d'une certaine situation où tu as été, tu n'as plus d'emploi, et donc tu as été obligé de créer un emploi pour subvenir à tes besoins, ou c'est quelque chose que tu as toujours fait dès le jeune âge, et tu as une certaine mentalité, une certaine façon de voir les choses, dont tu sais que tu es un entrepreneur. Mais ce n'est pas juste pour les entrepreneurs de forcer cette vocation d'entrepreneur sur les gens qui sont salariés, parce qu'il y a des gens, quand ils savent exactement quoi faire, qui peuvent s'entrer, mais vraiment avoir beaucoup d'argent et de paix, très important, en étant salariés, parce qu'ils ont pu épouser la culture de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Parce que c'est très important, en fait. Des fois, est-ce que la culture de la société pour laquelle tu travailles correspond à tes valeurs et ce que tu fais?
eh ben, tu restes là, pas de problème. Je pense que ce qu'il faut faire, par contre, en tant que salarié, il faut toujours investir sur soi-même. Donc, bien sûr, avoir créé une autre sorte de revenu pour toi. Maintenant, avoir ton argent qui peut travailler pour toi, mais tu n'es pas obligé d'arrêter ton emploi et commencer un business. J'espère que j'ai pu répondre. Ok, tu as répondu et tu as ouvert plusieurs brèches. La première, c'est, on parle des entrepreneurs, tu as donné 2 indicateurs sur ce qui justifie que quelqu'un sache qu'il ou elle est entrepreneur. Tu as dit, la personne le sait depuis la naissance, depuis son jeune âge, bon, la naissance, depuis son jeune âge, parce que c'est un désir, parce que c'est une passion qu'elle a portée depuis qu'elle est enfant. Et tu as dit la force des choses, la force des circonstances. La personne a perdu son emploi et se retrouve donc à devoir entreprendre pour pouvoir subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille. La question que je veux poser toujours dans cette direction, c'est y a-t-il d'autres indicateurs qui permettent à quelqu'un de savoir qu'il ou elle est entrepreneur? Oui, donc en fait, quand il faut, je dis toujours, les gens ils me posent souvent la question, coach, comment faire la différence pour savoir si quelque chose vient de Dieu ou bien ça vient de moi-même? Et j'ai toujours dit que la paix est c'est le meilleur indicateur en fait pour savoir si quelque chose vient de Dieu ou quelque chose a été inné. Donc je pense qu'à un moment donné, même si tu es salarié, tu vas commencer à avoir des songes, tu vas commencer à avoir un désir vraiment ardent et tu vas reconnaître en fait que maintenant c'est la saison pour toi de devenir entrepreneur. Maintenant, c'est pas parce que tu sais que tu dois être entrepreneur qu'il ne faut pas en fait tester tes capacités d'entrepreneur. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement prennent des décisions radicales sans pour autant peser en fait le poids de leurs décisions. D'accord. Surtout si tu as une famille, que tu es un père de famille, je m'adresse surtout aux hommes, et que tu es un père de famille, et maintenant tu sais que tu dois commencer dans l'entrepreneuriat. Tu dois te préparer en fait. Tu dois te préparer à essayer en fait d'avoir au moins, si possible, hein, faire un peu de maths et avoir au moins 3 à 6 mois de réserve avant d'aller à plein temps en tant qu'entrepreneur. Parce que même si tu fais quelque chose et que tu commences déjà à faire de l'argent pendant que tu es employé, ça ne veut pas dire que tu as la capacité la semaine prochaine de dire bon, moi maintenant c'est bon, je commence à être entrepreneur. Il faut en fait prévoir certaines choses et surtout au niveau des chiffres, et être sûr que tu vas continuer à garder en fait ton rythme de vie en fait. Être sûr que tu n'auras pas certains problèmes. Ou si tu dois en fait faire des sacrifices, bien sûr en discuter avec ton épouse et être sûr que tout va en fait pouvoir aller dans la même direction. Mais ne pas prendre une décision émotionnelle sans penser en fait à un plan d'action avant d'aller directement dans l'entrepreneuriat. Donc c'est très, très important. Et donc oui, tu as la capacité, ok, tu veux le faire, mais il y a une différence entre prendre un risque calculé et un risque non calculé. Donc, voilà. D'accord. Avant qu'on ne rentre dans la partie monétisation à proprement parler, je veux revenir sur quelque chose que tu ne cesses de dire depuis qu'on a commencé notre échange. Tu parles d'émotion et d'intelligence émotionnelle. Et tu as lié le fait qu'il y ait, en fait, que l'entrepreneuriat soit en fait, tu as indiqué que l'entrepreneuriat est lié à l'intelligence émotionnelle. Et tu as pris des exemples en disant si quelqu'un commence à servir et finalement travaille d'abord pour quelqu'un d'autre et se fait former, ça lui permet d'apprendre sur le terrain, de permettre en fait de grandir même, pour pouvoir ensuite donner à ses clients un service beaucoup plus performant ou de meilleure qualité. Bon, je veux insister dessus parce que qu'est-ce qui selon toi affecte négativement l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat? J'explique. Au niveau de ces émotions, quel est le lien que tu fais en fait entre les émotions et l'entrepreneuriat? Je sais que tu fais qu'insister dessus, donc je veux que tu creuses un peu. Pourquoi est-ce que toi tu vois que l'entrepreneuriat est particulièrement lié à l'intelligence émotionnelle et pas l'intelligence financière ou pas simplement le fait de développer un bon projet? Ça, c'est une très bonne question.
Je pense que tout d'abord, quand on parle d'intelligence émotionnelle, en anglais, on dit soft skills and hard skills. Donc, en fait, en français, c'est-à-dire, en fait, ton caractère, en fait. Ton caractère, ta personnalité. C'est-à-dire que, bon, tu es pasteur, donc on parle, en fait, là, en fait, en termes bibliques, les fruits de l'esprit doivent être développés, en fait, avant d'aller dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir contrôler tes émotions et ne pas laisser tes émotions prendre le dessus, les mauvaises émotions, bien sûr, négatives, le dessus sur tes décisions, la façon dont tu fonctionnes. Donc, il y a cet aspect, en fait, il faut de la patience, il faut de la tempérance, et il faut bien sûr avoir un caractère et bien sûr l'intégrité. Quand je parle d'intégrité, je ne parle pas de perfection. L'intégrité, c'est-à-dire être capable de communiquer avec tes clients et d'être honnête et d'établir un système qui ne laisse pas, en fait, tes clients ou tes potentiels clients ou tes partenaires sans communiquer, en fait, sur ce qui se passe. Exemple concret. Ok, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Je continue? Oui, bien sûr. Ok, un exemple concret. J'acquiesçais. Comme aujourd'hui, par exemple, disons qu'on a dit une certaine heure, 18 heures du Gabon. Et j'ai un imprévu. J'ai un imprévu. Et l'imprévu, je suis au courant de l'imprévu vendredi à midi, heure de Libreville. D'accord. Mais c'est quand toi, tu essaies de me contacter à 17h40 que je te dis « Ah, Michel, j'ai oublié, j'ai eu un imprévu. Finalement, je ne pourrais pas être là. » D'accord. Ça, c'est une erreur extrêmement grave quand tu es un entrepreneur. Quand tu es un employé, ce n'est pas grave parce qu'une autre personne peut faire ton boulot. Mais quand tu es entrepreneur, tu es responsable. Et ça, c'est un manque, en fait, au niveau de ton caractère, quelque chose qui ne va pas. C'est une urgence. Tu dois, par tous les moyens, contacter, en fait, ton partenaire et lui dire « Excuse-moi, désolé », et lui expliquer carrément qu'on ne pourra pas se parler demain à 18h. Je viens juste d'apprendre cela. Et donc, tu dis « Voilà, tu expliques la situation ». Mais certaines personnes ne vont pas faire ce genre de choses-là et se disent que ce n'est pas grave. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment impeccable. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la réputation de ton business qui donne en fait la longévité de ton business. C'est ta réputation. Ta réputation, c'est comment en fait tu traites ce genre de problème. Donc, voilà. D'accord. Je clique, j'aime. Ta réputation détermine la longévité de ton business. Je veux qu'on rentre dans la partie monétisation. Quels sont, et je sais qu'il y en aura plusieurs, donc je vais peaufiner ma question, mais quels sont les différents canaux de monétisation et quelles sont les différentes stratégies de vente efficaces, selon toi, dans le cadre de la monétisation de ces talents? Donc, quels sont les canaux de monétisation et quelles sont les différentes stratégies efficaces qu'on peut mettre en place dans le cadre de la monétisation de ces talents? Ok, donc je réponds en fait en 3 volets. Et donc, quand je vais finir le volet, rappelle-moi le deuxième. D'accord, pas de problème. Donc, le premier volet, déjà, monétiser ton talent en tant qu'entrepreneur libre ou monétiser ton talent en tant que propriétaire de société. C'est 2 choses extrêmement différentes. D'accord. Quelles sont-elles? Donc, on va maintenant parler… Pardon? Vas-y. Ok. Donc, quand tu commences, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves, au niveau juridique, je pense qu'en France, c'est auto-entrepreneur. Je ne sais pas comment ça se passe au Gabon ou dans d'autres pays africains. Donc, c'est en fonction de comment tu commences. Donc, au début, quand tu commences, donc, on appelle solopreneur. Je pense que c'est le même terme en français. Donc, c'est toi qui fais tout. Tu le fais, en fait, avec ton propre nom. Donc, en fait, tu es un consultant. Et maintenant, il y a un autre moyen de monétiser ton gift en tant que société. Et donc, toi, tu travailles pour la société que tu as créée. C'est très important parce que la première option est limitée et la deuxième option est illimitée.
Donc, en fonction de certains deals, quand on parle de monétisation, tu seras limité en tant qu'individu parce qu'il y a certaines sociétés qui ne travaillent qu'avec des sociétés et qui vont refuser de signer des contrats avec un individu. Et tu es limité, en fait, par la loi de recevoir certains chèques en tant que personne et tu es illimité de recevoir certains chèques en tant qu'entreprise. D'accord. OK? Donc, il faut déjà séparer cela dès le départ. Maintenant, le deuxième volet, je pense, c'était les Quelles différents sont les différentes stratégies de vente efficaces dans le cadre de la monétisation de ces talents? Donc, quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir vendre son talent ou du moins monétiser son talent efficacement? OK. Donc, on va se baser sur l'industrie, en fait, de l'expertise. Donc, on appelle, en fait, l'industrie de l'information, de l'expertise, particulièrement. Donc, en tant qu'expert dans un domaine, le meilleur moyen, en fait, de monétiser, en fait, c'est en fait, utiliser des vidéos, en fait. Il faut utiliser le moyen de vidéo sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet, il n'y a pas de limite et c'est le moyen le plus efficace de pouvoir vendre son talent dans le domaine, en fait, d'être expert ou consultant en fonction de ta capacité intellectuelle, c'est d'utiliser, en fait, le format de vidéo. Numéro 1. Donc, vidéo, donc tu peux communiquer, en fait, ton savoir sur le format vidéo. Et il faut être présent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. En ce moment, les réseaux qui cartonnent vraiment. Donc, Facebook, YouTube et Instagram. Et bien sûr, TikTok, ça dépend. Mais vraiment, Instagram, Facebook, YouTube et bien sûr LinkedIn. D'accord. Maintenant, dans les techniques de vente, ben, les formats, en fait, il y a en fait devenir un auteur, écrire un livre. Maintenant, le livre, le mettre dans différents formats, donc format audio, format PDF, ou bien sûr, créer un business autour de ton livre et bien sûr, créer des formations en ligne. Mais le meilleur moyen, bien sûr, de communiquer en fait ton expertise, c'est les réseaux sociaux et utiliser en fait la publicité ciblée. Chose extrêmement importante parce que beaucoup de personnes pensent que les réseaux sociaux sont gratuits et gratuitement est extrêmement limité parce que malheureusement, Facebook a changé les lois. On parle de plus de Facebook, c'est la même chose partout. Mais il n'y a que 1% de ton audience qui voit ce que tu fais gratuitement sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce chiffre-là est extrêmement important, 1%. Donc, juste pour te donner un exemple, Pasteur Michel, sur ta page, j'ai vu que tu as 114 000 à peu près abonnés. En ce moment, il y a 54 personnes qui nous suivent en direct. Mais il y a 100 000 abonnés. Donc, c'est toujours ce ratio-là, en fait, de 1% et moins qui voient quelque chose qu'on fait gratuitement. Maintenant, si tu prends cette vidéo qu'on est en train de faire et que tu fais maintenant une publicité ciblée, ben, cette vidéo peut toucher 100 000, 200 000, 300 000 personnes parce que tu as payé, en fait, une pub ciblée. D'accord. C'est vraiment deux choses complètement différentes. D'accord, super. Donc, ça tombe très bien. Et mon équipe a noté. Mais en ce qui concerne comment tu appelles ça? Je prends un exemple. Disons qu'on a quelqu'un qui commence dans l'agroalimentaire, mais la personne a un champ où elle est en train de travailler. Est-ce que c'est possible de faire, donc ce que tu indiques, je veux être sûr d'avoir bien compris, c'est que pour que la personne réussisse dans son business, tôt ou tard, elle va devoir communiquer sur les réseaux sociaux, faire savoir ce qu'elle fait, ouvrir une page, créer des abonnés, que ce soit sur Facebook, Instagram. Et ce n'est pas suffisant d'avoir son expertise sur le terrain. Il faut savoir communiquer sur ce qu'on fait de manière efficace pour ensuite pouvoir attirer des clients et donc monétiser efficacement son talent ou du moins le service qu'on offre. C'est ça? Oui, exactement. D'accord, super. Quelles sont les erreurs à éviter dans le cadre de la monétisation de ces talents?
L'erreur numéro un, c'est-à-dire il faut se donner à chaque fois au moins 1 an et ne pas espérer faire de bénéfices pendant 1 an. Et beaucoup de personnes, en fait, veulent commencent maintenant en septembre, puis en octobre, coach. Ça fait 2 semaines que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours pas vendu. La pub, ça ne marche pas. Mais non, ça fait pas sur les réseaux sociaux, en fait. Pendant un certain moment, il faut au moins 12 mois. Pourquoi? Parce qu'au niveau psychologique du cerveau, une personne commence à faire confiance à quelque chose, il faut que cette personne voit cette chose 7 fois. OK. 7 fois, il faut que cette personne rentre en contact 7 fois avec un produit ou un service, le nom d'une personne, pour commencer à se pencher de façon curieuse sur ce que la personne fait. Et même après cette fois, ce n'est pas automatique ou garanti que cette personne va commencer en fait à utiliser tes services ou tes produits. D'accord. D'accord. Donc la première erreur, c'est vouloir trop tôt récolter ce qu'on vient de semer. Vouloir trop tôt faire des bénéfices. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre erreur que tu peux relever qui est un frein à la monétisation efficace de ces talents? Oui. Donc je vais en donner 2 en fait. D'accord. L'autre, c'est de penser que les réseaux sociaux ou bien quand tu es sur Internet, que tu peux récolter sans passer par la publicité. En fait, que c'est gratuit. Si je poste ma vidéo 20 fois par jour, éventuellement, j'aurai plein de clients. Donc ça, c'est totalement faux. Et autre chose aussi, c'est compter sur tes parents et tes amis comme tes premiers clients. Ça, c'est aussi une utopie. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je pense que le deuxième point est un point majeur. Bon, je veux pas tirer en longueur dessus parce que j'ai encore quelques questions et je veux permettre à ceux qui sont avec nous d'en poser quelques-unes. Je veux rentrer dans le domaine, si tu veux, de la perception de soi et de la monétisation. Le lancement d'une nouvelle activité peut parfois être accompagné d'une perception d'illégitimité nous concernant, et je crois que c'est ce que les experts appellent le syndrome de l'imposteur. Donc, ça veut dire que la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui veut commencer à monétiser son talent peut avoir le sentiment qu'elle n'a pas la légitimité pour se faire rémunérer pour ce service. Donc, comment est-ce que toi tu conjugues, comment est-ce que toi tu réconcilies la perception parfois qu'on a d'être illégitime avec la monétisation de ses talents? Très bonne question. Ben, tout d'abord, moi, ce que j'ai fait personnellement, je ne demande pas aux gens de faire comme moi, mais quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2008, j'ai fait 200 vidéos gratuitement. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai cherché en fait 5 personnes que j'ai dû aider gratuitement à avoir des résultats. D'accord. 5 personnes, en fait, m'ont servi de tremplin pour ce qu'on appelle en anglais social proof. Donc, en fait, la preuve sociale, je ne sais pas si je peux traduire ça comme ça, oui. que, en fait, ce que tu dis a déjà été testé. Tes services ont été testés. Je pense que l'une des erreurs, c'est que les gens sortent de l'école ou de l'emploi qu'ils avaient et maintenant, ils veulent directement commencer à demander de l'argent pour travailler avec eux. Ils n'ont aucun résultat. Ils n'ont même pas aidé 3 personnes. On dit, bon, OK, moi, je viens de donner mon argent, mais tu as déjà aidé qui exactement? Non, t'inquiète pas, ça va marcher, donne-moi d'abord l'argent. Non, il faudrait que tu puisses avoir des résultats palpables. Donc, c'est encore, ça revient à la patience d'aller trouver 3 minimum, 5 maximum, différentes personnes et tu vas leur demander est-ce que je peux vous aider gratuitement. Et tu aides ces personnes et ces personnes te donnent un témoignage. Voilà, je faisais 100 € par mois. J'ai commencé à travailler avec Michel en Bourget et maintenant je fais 500 € par mois. Merci beaucoup, Pasteur Michel, travaillez avec lui. Et donc, 3 personnes disent la même chose, on appelle cela social proof. Et quand tu as cette preuve-là maintenant, ça enlève ce sentiment que je ne suis pas légitime, pourquoi, qui je suis et tout. Et maintenant, tu utilises cela comme tremplin et comme assurance pour pouvoir dire, bon voilà, je sais que je viens juste de commencer, mais voilà, j'ai 3 personnes que j'ai aidées et voilà le résultat. Donc,
vous pouvez être la personne numéro 4 ou numéro 6. D'accord, super. Merci beaucoup. Ça m'emmène à ma question suivante. Et là, je veux rentrer dans, toujours dans la perception qu'on a de soi et le fait de pouvoir monétiser son talent, son ou ses talents. Mais comment faire pour fixer des prix en cohérence avec soi-même, son talent et sa clientèle? OK, ça c'est une très bonne question. Et j'utilise cet exemple à chaque fois. L'année dernière, Ferrari a en fait manufacturé 8000 véhicules. Mais Toyota en a fait 13 millions. Donc, c'est à toi de décider quel genre de clientèle tu veux toucher pour tes produits, en fait. OK. Donc, Ferrari, avec 8000, on se base juste sur le nombre de personnes. Avec 8000 voitures, comparé à Toyota, c'est comme si Ferrari a perdu, en fait. Ou bien Toyota, ils font trop de ventes. Mais l'objectif de Ferrari, c'était 8000. Et ils l'ont eu. Et l'objectif de Toyota, 13 millions de voitures, c'est la même chose. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, consultant, tu vas pouvoir déterminer en fait ta cible. Et ta cible, en fait, va déterminer tes prix. Donc, par exemple, il y a une personne que j'ai coachée au Canada il n'y a pas longtemps qui a un business où il aide les gens en fait à améliorer leur résumé. Donc, une personne qui t'aide à améliorer le résumé, en général, je crois que les gens le payent entre 50 et 200 $. D'accord. Tu ne veux pas demander 2000 $ pour arranger le résumé d'une personne qui cherche un emploi. Mais de l'autre côté, je suis en train de... J'ai coaché une personne, je pense, qui était en Europe, je pense en Suisse, qui veut en fait aider des sociétés à passer de 6 à 7 chiffres. Mais là, le coût, c'est 2000 €. Parce que si tu veux en fait passer de 6 à 7 chiffres, 2000 €, c'est normal parce qu'en fonction de où est-ce que la société veut aller, c'est compréhensible. Maintenant, il faut aussi voir en fait le nombre d'années que tu exerces. Ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais? Quels sont les genres de résultats que tu as eu? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des millionnaires? Est-ce que tu as déjà eu des résultats époustouflants? Quels sont tes élèves? Est-ce qu'il y a des élèves à toi qui ont explosé dans le monde ou bien qui ont eu des résultats possibles? Et ça va déterminer en fait ton cachet. Donc, voilà en fait. D'accord, super. Bon, j'aimerais poser une question qui est liée au contexte qui est le nôtre, de manière générale en Afrique, mais on va dire plus particulièrement pour ceux qui sont ici au Gabon. Mais l'accès à Internet est différent de celui qui est en Europe, aux États-Unis et autres. Donc, comment, ou du moins, qu'est-ce que tu préconises pour monétiser ces talents dans un contexte particulier comme celui de l'Afrique ou du Gabon que tu connais très bien? Ben, c'est une très bonne question. Une question qui m'a été posée en fait quand j'étais à Abidjan en conférence à Tour quelques années. Et un jeune qui m'a dit non mais coach, moi j'ai besoin de ton conseil parce que j'ai un business à checker. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je dis bien sûr je peux t'aider. Et à l'époque, je pense qu'il n'avait même pas encore de terrain. Je crois qu'il commencé à vendre. Donc je lui ai dit prends un parapluie et paye une personne pour s'asseoir là et vendre ton checker. Et au fur et à mesure, tu vas en fait prendre certaines personnes d'un montant. Et j'ai dit, est-ce que tu peux payer une personne pour que la personne puisse s'asseoir tous les jours? Il dit, oui, j'ai ce montant-là. Il a commencé à le faire. Je suis parti, je crois, un an plus tard, il m'a rappelé. Et je crois qu'il avait 26 ans. Et maintenant, je crois qu'il avait acheté en moins de 2 ans, je crois, plus de 10 hectares de son business à checker à Abidjan. Donc, deuxièmement, en fait, pour une personne qui est sur place, Gabon, en parlant du Gabon, et qu'il a un certain talent, qui n'est pas forcément sur Internet, mais qui veut se vendre. Mais il n'y a rien qui est plus puissant que le contact porte-à-porte, en fait. Faire du porte-à-porte, en fait, dans certaines entreprises et aller leur demander de te donner une chance. Et en leur demandant cela, en fait, si tu as la capacité de produire ce que tu promets,
Mais tout le monde ne veut pas te dire non. Il y a certaines personnes qui vont dire, bon, on va lui donner une chance et tu pourras en fait prouver, en fait, même sans Internet, ton concept. Il y a une femme que je suis en train de coacher en ce moment, je ne sais pas si elle viendra donner son témoignage, qui me disait qu'il n'y a pas très longtemps, elle faisait entre 40 et 65 000 francs CFA par jour à Libreville en vendant du piment. 40 et 60 000 francs CFA par jour en vendant du piment. Et je pense qu'elle me disait qu'elle vendait de 7 heures à 14 heures. Donc en 7 heures de temps, elle faisait 40 et 65 000 francs CFA en vendant du piment au marché à Libreville. Donc souvent quand je parle, les gens pensent que je suis toujours concentré sur Internet, mais j'ai d'autres cas en fait de figures, des gens qui arrivent à utiliser certaines stratégies, même en dehors d'Internet. D'accord. Vraiment très bien, très bon exemple. Ça m'emmène à poser la question suivante, liée toujours au talent et au contexte dans lequel la personne vit. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, en fait, je vais dire ça différemment, comment faire lorsqu'on a le sentiment que ces talents sont difficilement monétisables dans le pays dans lequel on se trouve? Je vais prendre un exemple. On n'a pas de droit d'auteur encore qui soit véritablement clairement établi ici au Gabon. Ça veut dire que quelqu'un peut sortir son album, on va dans cette direction, mais la plupart des gens préfèrent les bootlegs parce que c'est facile. Donc comment bootleg pirater? Donc comment faire lorsqu'on a le sentiment que ces talents ne sont pas en adéquation avec l'environnement géographique dans lequel on est? Est-ce qu'il faut obligatoirement se déplacer, donc changer de pays? Non, il ne faut pas se déplacer, changer de pays. C'est bien que tu poses cette question. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'étais DJ en fait à Libreville. Et à l'époque, ce que je faisais, j'ai comme par hasard des cassettes qui sont là. J'ai gardé. Donc à l'époque, ce que je faisais, c'est que je prenais des cassettes et que j'achetais à l'époque à 500 francs CFA et que je dupliquais en fait chez moi et que je revendais ces mêmes cassettes pour 4000 francs CFA. Donc ça, je le faisais moi-même. On parle des musiciens. Dans ces cassettes, je donnais mon numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas ce donc c'est le numéro de téléphone de la maison que je donnais. Et je dis, si vous avez une fête, donc un baptême, un anniversaire, quel que soit ce que vous voulez faire, vous avez besoin d'un DJ, appelez ce numéro-là. Et je vendais mes cassettes au taximan qui avait un taxi très neuf. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, en fait, j'allais en fait dans les radios à l'époque pour me présenter et de voir dans quelle mesure je pouvais vendre la musique que je faisais. Donc, troisièmement, il faut organiser en fait tes propres concerts. Donc, il ne faut jamais penser, te dire, je n'ai pas d'argent. Ton talent, c'est ton argent. Il ne faut jamais te dire, si tu peux faucher, mais si tu as une capacité que Dieu t'a donnée, tu n'es pas fauché, parce que cette capacité, en fait, peut te donner la possibilité de produire de l'argent. Donc, après, en fait, essayer d'avoir, en fait, tes propres concerts. Le concert, si tu commences, tu n'es pas connu, tu peux avoir un concert de 50 personnes, de 100 personnes, ou une salle, et tu fais ton concert. Et tu essaies de vendre avec les tickets et tout le reste, tu trouves une solution. Même si c'est 20 personnes, même si c'est 10 personnes, il faut avoir le courage de commencer petit. La quatrième astuce, justement, j'ai sorti une formation il n'y a pas longtemps, comment monétiser ta musique sans un label, où j'explique en fait qu'il y a une façon de te faire payer aujourd'hui à travers YouTube. Donc tu peux être au Gabon, si tu as un téléphone, tu peux utiliser ton téléphone et mettre ta vidéo sur YouTube. Et YouTube te paye. En ce moment, il y a ce qu'on appelle Instagram Reel. Instagram peut te payer. Facebook peut te payer. TikTok peut te payer. Mais il y a certaines informations qu'il faut avoir. Et même depuis le Gabon, avec un compte en banque, en fait, où tu peux recevoir de l'argent, une carte, en fait, UBA, prépayée, tu peux, en fait, UBA, excusez-moi, tu peux, en fait, te positionner pour monétiser ta musique depuis le Gabon, depuis le Cameroun, depuis le Burkina,
Et voilà. Mais c'est juste une question de connaissance, en fait. Avoir accès à la bonne information pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup. Je veux donner, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, je veux donner l'opportunité à quelques personnes, du moins, de poser une, deux questions. Avant, je veux prendre les questions qui m'ont été envoyées par mail. J'ai rendu disponible l'adresse mail pour ce live. Donc, j'ai reçu 3 questions que je veux te poser, qui nous ont été envoyées par des personnes qui avaient quelques questions liées au thème d'avance. La première est la suivante. Comment gérer ses talents lorsqu'on en a plusieurs? Par exemple, et la personne parle de toi, dans votre biographie, vous en avez plus de 6 à votre actif. Doit-on prioriser un talent au détriment des autres talents? Très bonne question, en fait. Ce qui s'est passé, en fait, c'est-à-dire qu'il faut, tout revient, en fait, sur le discernement et reconnaître, en fait, les différentes saisons dans lesquelles tu te trouves dans ta vie. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé en tant que traducteur. D'accord. En tant que traducteur. Et pendant que je traduisais, en fait, pour mon mentor, pasteur Clifford, c'est le pasteur qui me dit, mais Darcy, est-ce que tu sais que quand tu traduis un livre, hein, c'est que toi aussi, tu as la capacité d'être un écrivain. Moi, je ne pensais pas que je pouvais, en fait, écrire un livre. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et comme il n'y avait personne qui parlait français et était en contact avec lui à l'époque, j'ai dû négocier certains deals avec certaines maisons d'édition qui m'ont dit monsieur, on travaille qu'avec les sociétés. Donc, ça m'a poussé en fait à créer ma propre société et à négocier en fait des contrats d'édition qui plus tard maintenant, j'ai ma compagnie d'édition dont mon épouse et même ma fille ont sorti plusieurs livres et donc j'ai aidé plus de 300 auteurs dans les 4 dernières années. C'est parce que les choses se sont en fait emboîtées en fait en fonction de ce que je devais faire dans la capacité dans laquelle j'étais au moment donné. Ils sont en fait devenus différents moyens pour moi de monétiser en fait mes talents et d'ajouter en fait à ma compétence. Donc, si tu as un talent et tu en as plusieurs, ben, il faut commencer avec le talent le plus dominant. C'est comme les doigts de la main. Ils n'ont pas tous la même taille. Et donc, chacun a sa fonction. Et donc, il faut faire une introspection, je pense que c'est ça le terme, pour pouvoir être sûr que voilà le talent dont j'ai besoin en ce moment. Et après, tu verras qu'en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, tu pourras en fait aller utiliser un autre talent en fonction de la situation et de l'évolution dans ta vie personnelle. D'accord, merci beaucoup. Je te pose les 2 dernières questions en les joignant pour pouvoir permettre à quelqu'un qui est connecté en direct de poser une question. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce un péché vis-à-vis de Dieu de monétiser ses talents? Deuxième volet, pourquoi devrais-je monétiser mes talents puisque cela fait partie d'aptitudes naturelles que Dieu m'a données? Est-ce que c'est cohérent avec le plan de Dieu pour moi? Très bonne question. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, non, ce n'est pas un péché de monétiser ses talents, mais il faut faire la différence entre le don spirituel et la capacité intellectuelle. Je répète, il y a une différence entre le don spirituel et ta capacité intellectuelle. Tu ne peux pas vendre les prophéties. Tu peux vendre des prophéties parce que c'est un don surnaturel. Maintenant, quand tu vas écrire sur l'évolution de la prophétie en tant qu'auteur, tu peux vendre maintenant ton livre parce que tu as dû aller voir une maison d'édition. Il fallait en fait qu'une personne mette le livre en place, corrige le livre et le mette sur le marché. Donc voilà en fait la différence. Je pense que souvent les gens confondent, je pense le verset qui dit on a reçu gratuit, on donne gratuit. Il parle en fait des dons spirituels. Il ne parle pas de votre capacité intellectuelle. Donc quand moi maintenant j'ouvre Trillionnaire Media, c'est une compagnie de médias, une agence de communication et de marketing en français et en anglais. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a donné, puisque j'ai dû aller à l'école
J'ai dû me faire former et dépenser moi-même de l'argent pour arriver à acquérir la connaissance que je possède en ce moment. Donc, c'est totalement différent. D'accord. Merci beaucoup. Je veux permettre à quelqu'un qui est connecté en ce moment de poser sa question. Envoyez votre question dans les commentaires. Posez-la maintenant, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je sais que, comme moi, vous avez été fortement enrichi par cet échange avec le Master Coach Darcy. Donc, je suis d'accord de prendre une question ou deux, pas plus à cause du temps. OK. La première question que j'ai devant les yeux, et je pense que c'est avec celle-là que je vais conclure, avant qu'on ne... En fait, j'en ai deux, mais avant qu'on ne se sépare. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est quand nous voulons développer nos talents que nous avons l'impression que la Terre est contre nous et que beaucoup de choses ne marchent pas? Que faire dans ce cas? Donc la personne a le sentiment que lorsqu'elle se lance dans les projets qui sont les siens, elle va à contre-courant et elle demande à ce moment-là qu'est-ce qu'elle doit faire. OK, donc ce qui se passe en fait, il faut aussi reconnaître que le business a un côté spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, tu auras toujours de l'opposition. C'est une loi et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut déjà nourrir ton mental. On dit souvent le business, c'est un sport. Mais le sport, c'est le sport, en fait, au niveau de ton mental. Donc, il faut avoir une certaine routine que j'appelle la routine du champion. Donc, il faut énormément méditer sur la parole de Dieu chaque matin, qui vont en fait renforcer, donc passer du temps avec des versets qui parlent de la foi, des versets qui parlent en fait de la persévérance, et faire certaines déclarations en fait chaque matin. C'est extrêmement important. Même les gens qui ne sont pas chrétiens ont leur propre routine. Moi, je suis chrétien, donc c'est ma routine de chrétien. Donc, de passer du temps dans la parole le matin. Et ça renforce en fait ma mentalité et mon habilité en fait à aller au-dessus de la résistance quand je commence un projet. Même quand tu as le business, tu auras toujours en fait de la résistance. Et ça fait partie en fait des indicateurs que tu es sur la bonne voie parce qu'il y a la résistance. Donc il faut persévérer. Donc tu ne peux pas persévérer s'il n'y a pas une force qui s'oppose à ta persévérance. Donc quand tu sens que tu es attaqué, ben, tu continues à aller de l'avant. OK? Et les gens qui gagnent, c'est les gens qui n'abandonnent pas. Ce n'est pas les plus intelligents. Ce n'est pas les plus doués, les plus bénis. C'est la personne qui n'abandonne pas qui, en fait, obtient le résultat. Voilà. D'accord. Dernière question que je vais prendre. Je sais que j'en ai sauté une parce qu'on avait déjà répondu. Je prends cette question que je n'avais pas abordée. Comment se relever d'un échec lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat? Ben, ça, c'est une très bonne question et c'est bien parce que j'ai en fait créé une formation sur cela. Donc, comment partir vers un emploi quand l'entrepreneuriat n'a pas marché? Vous savez, la chose la plus importante, ce n'est pas un entrepreneur qui n'a jamais fait d'erreur. C'est l'entrepreneur qui a fait des erreurs et qui a pu se relever. Donc, il faut pas prendre en fait l'échec comme quelque chose de mauvais. Il faut prendre l'échec en fait comme de l'information que tu peux utiliser plus tard à ton avantage. Et quand ça n'a pas marché, ben, tu te restructures ou tu essaies de changer en fait l'approche ou la structure de ton business, ou tu repars pendant 1 an ou 2 chercher un emploi. Le temps de te restructurer et d'être sûr en fait que tu protèges ta famille et que ben, il faut manger. Et pendant que tu es en train de repartir vers l'emploi, tu es en train de réfléchir et voir en fait les erreurs que tu as commises qui ont fait en sorte ben, que tu te retrouves où tu t'es retrouvé en fait il y a 1 ou 2 ans. Donc tu te restructures et après quand les fonds se retrouvent avec une nouvelle stratégie, ben, tu reprends. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, ce n'est pas ce que les gens pensent, surtout en Afrique, que l'humilité, c'est une personne qui est maboule, qui se laisse marcher sur les pieds. L'humilité, c'est avoir la capacité de t'adapter à n'importe quelle situation, quel que soit le statut que tu avais au préalable, et qui va te permettre en fait de rebondir. Et c'est ça en fait. Donc, il ne faut pas trop
oh mon Dieu, ça n'a pas marché. Mais non, il faut continuer. Walt Disney, celui qui a fait Disney World, il allait voir plus de 54 banques avant qu'on lui donne en fait le oui pour qu'il puisse construire ce qu'on connaît aujourd'hui, Disney World. Donc ne sois pas découragé et continue et éventuellement ça marchera. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Master Coach. Beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, un tambour d'acclamation, même si on est dans une réunion virtuelle ce soir. Je tiens à te remercier. Merci beaucoup pour le privilège que tu m'as fait de répondre à mon invitation. Et merci d'avoir pris de ton temps, de ton expérience pour pouvoir aider le maximum de personnes, du moins ceux qui étaient là. Je veux encourager, parce que je vois beaucoup de questions arriver maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas directement rentrés en contact avec le Master Coach, vous pouvez, parce que c'est sur vos écrans, le contacter. Il y a www.darcyogandaga.com. Il est sur Facebook, il est sur Instagram, il est sur Twitter. Je vous encourage à aller le suivre et à le contacter pour tout ce qui est lié au développement et à la monétisation de vos talents. Donc Darcy, un mot de fin et avant qu'on ne se sépare. Ben, je voudrais te remercier. J'aime vraiment ce concept de conversation. Que Dieu continue à t'élever. J'aime bien suivre tes prestations qui sont toujours dynamiques et extrêmement effectives, la façon dont tu représentes la parole de Dieu. Et je te l'ai dit souvent en privé, donc continue. Merci beaucoup. Ce que toi et ton épouse, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est vraiment impeccable. Et tu représentes vraiment le Gabon à une échelle internationale. Voilà. Merci beaucoup, Darcy. Très, très, très bonne soirée. Bon, très bonne soirée chez moi, très bon après-midi chez toi. Et on se retrouve en privé tout à l'heure. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Et arrivederci. À tous nos internautes, nous avons rendez-vous samedi prochain pour une conversation de taille que vous ne voulez pas manquer. Dès le début de la semaine, on vous donnera les informations liées à notre invité pour samedi prochain. Et ce sera la dernière conversation de la saison. Donc, partagez au plus grand nombre. Vous ne voulez pas manquer cette dernière conversation. Très bonne soirée et à samedi prochain. Merci.